vous avez peut-être envie de donner un coup de pied dans la fourmilière européenne, si j'ose dire. Tous ceux-là sont représentés au Parlement. Alors vous, selon vous, il faut aller... Nous aussi, nous sommes représentés au Parlement. Selon vous, il faut aller vers où, vers quoi et Notre groupe parlementaire au Parlement européen, c'est le groupe parlementaire de la gauche unitaire européenne, le groupe parlementaire de Jean-Luc Mélenchon. Donc je me sens tout à fait représenté au Parlement européen. Mais vous parliez de dette. Nous parlons de dette ici, mais de quelle dette parlons-nous? Est-ce qu'il n'y a pas dans cette dette-là une part tout à fait illégitime? Celle, par exemple, qui a été créée par l'interdiction faite à la Belgique de financer son déficit, de financer ses investissements auprès de sa Banque nationale. On nous l'interdit. On nous oblige à emprunter sur des marchés financiers qui dérivent de façon tout à fait incontrôlable, tout à fait aléatoire et qui pratiquent des taux largement supérieurs à ceux que les banques nationales pratiquent. Nous demandons, nous, que l'on puisse se financer auprès de la Banque centrale européenne. C'est ça pour nous la condition de survie de l'Europe et du véritable projet européen. Et nous demandons aussi qu'on sorte de cette espèce d'intégrisme de la réduction de la dette budgétaire. C'est véritablement aujourd'hui ce qui tue l'avenir de notre pays. Regardez, nous avons depuis plusieurs années cette logique de réduction de la dette et que voyons-nous? Nous voyons un chômage qui galope, nous voyons 40 000 enfants wallons qui vivent sous le seuil de pauvreté, 20% des femmes qui sont au chômage, 25% des jeunes de moins de 25 ans. Alors on peut me parler de réduction juste de la dette, mais Monsieur Henry, ministre écolo des Transports, augmente les transports en commun, le ticket tech n'arrête pas d'augmenter depuis qu'il est au transport. Monsieur Marcourt promet de sauver ArcelorMittal, de sauver les travailleurs qui y sont, et finalement on parle de portage public, on parle d'une série d'initiatives, et tout ça accouche d'une souris avec des milliers de personnes qui restent sur le carreau. Alors vous parlez un peu financement finalement, Banque centrale, financement, comment financer cette dette. Vous avez parlé sur ces thèmes-là. Alors sur l'emploi par exemple, la relance. Oui mais attendez, moi je ne suis pas d'accord avec ça. Je ne suis pas du tout d'accord avec ça parce qu'on est en train ici de faire des professions de foi pour de nouveaux grands projets européens, transversaux, etc. Et quoi? Mais ça fait 10-15 ans qu'on découpe en petits morceaux le peu de services publics que nous avons encore au niveau européen. Les grands projets, c'est ça, c'est un service public européen du rail, c'est un service public européen de l'énergie, c'est ça les vrais grands projets. Mais comment êtes-vous crédible sur ce genre de grands projets alors depuis 15 ou 20 ans, messieurs, OMR comme OPS comme au CDH, vous découpez ça en petits morceaux et vous n'avez de cesse que de proclamer la grande suprématie de la notion de libre concurrence, de concurrence libre et non faussée entre tous ces services et entre les États qui les promeuvent. Moi, je ne crois pas du tout à votre sincérité lorsque vous parlez de grands projets européens, alors que depuis 20 ans, vous participez de façon parfois très ailée, Monsieur Michel, au découpage et à la suppression de ces services. Oui, Monsieur de Crolly, puisque vous m'avez pris à partie, je voudrais quand même vous dire ceci. Moi, je ne crois pas que les services publics à l'infini peuvent d'abord s'autofinancer. Il faut quand même bien qu'une richesse créée finance le service public. Et je ne crois pas que les services publics, par définition, offrent un meilleur service au public. Vous partez d'un a priori idéologique, je vous le laisse, je le respecte, mais ce n'est pas le mien. Je crois que tous les usagers de la SNCB aujourd'hui ont bien compris que la libéralisation du rail, ça n'était pas la solution. Monsieur El Khadraoui. Non, je vais revenir à votre question initiale. Je pense que... Les gars là, qui trouvent que le salaire minimum tout seul, ça ne va pas. Mais évidemment, écoutez, il en faut. Il en faut, et nous sommes favorables à un SMIC européen. Mais pourquoi ce n'est pas suffisant? Mais écoutez, en fait, quelle est la première cause, la cause majeure de pression sur les salaires et les conditions de travail aujourd'hui en Europe? La première cause, ce n'est pas les travailleurs détachés, même si c'est scandaleux. Évidemment que c'est scandaleux. Mais il faut quand même rappeler qu'en 1996, quand cette directive a été adoptée... Si vous pouviez apporter la réponse à votre question, ce serait mieux. Qu'en 1996, quand cette directive a été adoptée, c'était le MR, le PS et le CDH qui étaient au pouvoir. Et quand elle a été transcrite en Belgique, en droit belge, le 5 mars 2002, c'était le MR, le PS et Écolo. Mais je ne voulais pas revenir sur cette histoire de détachement. Est-ce que le salaire minimum est suffisant pour Vega ou faut-il... C'est une condition nécessaire mais pas suffisante. Ce qui est important pour nous, et je vous disais que la première cause de pression sur les salaires, c'est autre chose, c'est le chômage. Et pour lutter contre le chômage, toutes ces histoires de plans jeunes, de stimulation pour certaines catégories de personnes, etc., qu'est-ce que ça fait depuis 20 ans dans notre pays, dans notre Wallonie qui souffre? Je vais alors répondre moi-même à la question que je vous ai posée, puisque vous ne répondez pas à la mienne. Vous proposez un salaire maximum plafonné à 12 fois le salaire minimum. C'est bien exact de votre programme? C'est pas à ça que je voulais en venir. Je voulais d'abord vous parler de notre proposition de répartition collective du temps de travail. Mais si je pose une question, que vous allez ailleurs, sur la réponse, on ne va pas s'en sortir. Je ne suis pas ici seulement pour aller là où vous souhaitez que j'aille, monsieur. C'est pour répondre aux questions. Ma question était,
Le salaire minimum est-il suffisant et que voulez-vous? Il n'est pas suffisant. Il faut la semaine des 32 heures et cette idée de répartition collective du temps de travail que nous promouvons aussi au niveau européen. Ça a donné des résultats tout à fait probants, 350 000 à 500 000 créations d'emplois avec la semaine des 35 heures sous Lionel Jospin en France. Il faut aller vers cela. Première chose. Et deuxième chose, effectivement, il faut un salaire maximal autorisé, des revenus maximaux autorisés, avec un coefficient de maximum 12 entre le revenu minimum et le revenu maximum. Ça veut dire que si vous voulez augmenter le salaire de celui qui, à la tête de l'entreprise, par exemple, gagne le mieux sa vie, vous êtes obligé, dans notre proposition, d'en tenir compte pour augmenter obligatoirement aussi le salaire de celui qui est le moins bien payé dans la même entreprise. On peut peut-être demander si c'est faisable. Sur un aspect très concret de l'accord États-Unis-Europe en projet pour vous donner une information tout à fait précise et tout à fait récente sur des votes qui sont survenus au Parlement européen dont nous parlons ici le 16 avril 2014. C'est vraiment il n'y a pas longtemps. Ça portait sur le mécanisme de règlement des conflits entre multinationales et États que cet accord prévoit. Eh bien, nous avons eu un vote du MR et un vote du Parti socialiste favorable à ce mécanisme qui est au cœur même de cet accord USA-Union européenne, qui est au cœur même de cet accord qui met les entreprises multinationales en position dominante vis-à-vis des États. Marc Tarabella a voté contre. Tout à fait. Madame De Keyser et M. Dardenne ont voté pour, de même que M. Michel. Oui, mais j'assume ça, M. De Crolly. Marc Tarabella a voté contre. Parce que le mécanisme dont vous parlez, il peut être très bien couvert par la législation OMC et OCDE. Donc, ne venez pas dire ce mécanisme. Vous l'avez voté, M. Michel? Bien sûr que je l'ai voté. Je le voterai encore demain. C'est une erreur. Je voudrais juste... Oui, mais ça, c'est votre avis. Vous savez, cette espèce de déclaration de justicier, ça ne m'effraie pas, hein, quand même. Je suis encore très... Il n'y a pas de justicier, ce sont des arbitres privés qui font la justice sur ce genre de choses, M. Michel. Ce ne sont pas des juridictions, ce sont des arbitres privés qui vont intervenir là. M. Remy, je voudrais quand même dire une chose. Dans l'état actuel des choses, c'est vrai que nous n'avons pas... On sait déjà, M. Lambert, mais vous n'aurez rien de tout ça, ça va être discuté dans des comités d'arbitrage. Attendez, on a un droit de veto. Enfin, c'est quand même encore le droit, et c'est encore la vertu. Il y a 10 jours que vous avez voté ça. La vertu du dialogue et de la vérification des faits est, me semble-t-il, une vertu démocratique. Absolument. Messieurs, madame, il y a un autre élément. J'ai bien compris. Conclure là-dessus, monsieur. Oui, nous soutenons la candidature de Alexis Tsipras. On ne le connaît pas bien ici, c'est un ministre, un futur ministre d'un parti grec qui s'appelle Syriza et qui vient de passer devant le Parti socialiste grec. Pourquoi? Parce que ce parti s'est couché en 5 minutes en 2008-2009 au moment des plans d'austérité imposés par la Troïka et que le peuple grec fait confiance maintenant à Syriza. Donc notre candidat, à Jean-Luc Mélenchon, à la gauche unitaire européenne et à Nouvega, c'est Tsipras. Néanmoins, dans cette Europe, il y a une montée des populismes, 30% pointé dans les sondages. Il faut avoir peur de ça. Il faut avoir peur de cette montée de l'euroscepticisme. C'est une Europe qui a mal à sa crédibilité.